mars, au moins 160 personnes ont été tuées dans le village d'Ogo-Sagou, dans le centre du Mali. Essentiellement des Peuls, une milice Dogon est accusée d'avoir perpétré ce massacre. On en parle avec le chercheur Giovanni Zanoletti, co-auteur du livre « L'état de distorsion en Afrique de l'Ouest », paru aux éditions Cartala. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, estimez-vous, comme certains chercheurs, que cette attaque était prévisible? Alors, je ne sais pas si on peut parler de prévisibilité. Alors, ce qui est certain, c'est que les Maliens sont en train de traverser une phase très compliquée. Donc, on a eu une augmentation de 300% des actes violents par rapport à l'année dernière. Et il y a eu deux autres attaques le 25 et une autre attaque le 27. Alors, tout ça pour dire qu'à mon avis, les Maliens, en fait, sont en train de traverser une transformation dans les modes, disons, des gouvernements, des enjeux politiques. Et, moi, je parlerai, en fait, des gouvernements dans la violence. Alors, la violence est devenue une manière quotidienne de gérer les clivages politiques, les disputes économiques, mais aussi de négocier les relations des forces entre groupes différents. Alors on a eu cette semaine énormément de réactions face à ce drame et cette question récurrente de Kadislov au Togo. Que reproche-t-on au Peul, dans cette région? La question Peul, au moins dans les mots et dans les articles des commentateurs, est souvent liée à la question djihadiste et donc de JNIM, les groupes qui opèrent dans les centres du Mali. Alors, effectivement, c'est vrai qu'une partie des combattants de ce groupe sont sûrement Peul, mais à mon avis, la question qu'il faut se poser, qui est plus importante, est la question des transformations que les lignages Peul ont traversées dans les dernières 40-50 ans, c'est-à-dire à partir de la création, effectivement, de l'État du Mali. Pas mal des lignages Peul ont en fait été appauvris par cette insertion dans l'État-nation, dans la mesure où des nouvelles élites ont racheté leur bétail, et parlant en fait des Peuls qui étaient des nomades. Et effectivement, ça a créé un déséquilibre fort parmi ce qui étaient les relations sociopolitiques d'un temps. Justement, vous êtes de ceux qui souhaitent qu'on relativise le facteur ethnique dans la lecture de ce conflit. Pourquoi? Alors, moi, je crois qu'on ne parle pas en fait, d'une question Peul-Dogon. Moi, je parlais plutôt en fait, de certains affrontements entre des Peuls et des Dogons. Alors, aussi, l'État malien, c'est un État, en fait, très récent. Et l'insertion dans l'État malien de certains terroirs, etc., en fait, a engendré pas mal de problématiques au niveau de la gestion des terres. On parle donc d'enjeux économiques qui sont des enjeux économiques très modernes. Alors, avant, il y avait une certaine manière de gérer les enjeux fonciers. Donc, la propriété de la terre était contractualisée parmi plusieurs acteurs. Effectivement, avec l'État, on a une montée d'une autre manière de gérer, dans la mesure où on a la privatisation de la terre, titrisation de la terre, etc. La financiarisation de la terre, c'est ce que vous dites. Donc, au fond, selon vous, les sources du conflit proviennent de ressorts économiques? Tout à fait. Il faut aussi, à mon avis, souligner le fait que le Mali est un pays en explosion, disons, et démographique, que la pression démographique sur les terres est bien majeure par rapport à il y a quelques décennies. Et il y a aussi une question climatique. Alors, toute une succession de sécheresses a engendré, en fait, un déplacement vers le sud des routes de transhumance, en créant plus de concurrence sur les mêmes terres, sur les mêmes ressources. Alors pourtant, on a beaucoup d'internautes qui emploient le terme de génocide, comme Mahamad Dono Adam N'Djamena. Est-ce qu'on peut parler de génocide? Alors personnellement, j'ai entendu ces termes aussi, en fait, par le président de la jeunesse Poulakou, donc de l'organisation Poulakou. Poulakou et l'association Peul, très connue. Voilà. Et en fait, il comparait la question malienne au Rwanda et au Burundi. Personnellement, je crois que c'est un terme un peu fort. Alors moi, ma lecture personnelle privilège plutôt cet gouvernement dans la violence. En fait, il y a une généralisation de la violence qui touche plusieurs communautés, pas que la communauté Peul. Et qu'en est-il du terme nettoyage ethnique, utilisé notamment par International Crisis Group? Dans ce cas spécifique, je trouve que cet épisode, évidemment, s'est déroulé dans un village à très forte majorité Peul, donc il pourrait être aussi approprié par rapport à cette situation. Mais comme j'avais déjà mentionné tout à l'heure, je crois que la lecture ethnique ne souligne que certains aspects de la question, alors que la question est beaucoup plus complexe et liée, disons, à la structure même de l'État malien et au processus de sa formation. En tout cas, de nombreux rescapés ont accusé la milice Dogon d'Anna Ambassago d'avoir commis ce massacre, milice qui a été dissoute par le gouvernement. Ibro Oulari se demande comment l'État peut-il autoriser l'existence de ces groupes armés. Alors,
Je ne sais pas en fait si l'État autorise ces groupes armés. Pour moi, c'est clair, parce que ces groupes armés sont manipulés par l'État, sont instrumentalisés. Ce qui est intéressant, à mon avis, à souligner par rapport à la question actuelle au Mali, c'est on sort de transformation en fait du jeu politique dans un jeu politique en fait basé sur des milices. Donc un peu comme en Colombie. Mais justement, comment on en arrive à l'existence de ces groupes armés aux côtés de l'armée malienne, aux côtés de la MINUSMA, du G5 Sahel? Effectivement, il y a aussi une question d'abord sécuritaire dans la mesure où l'armée malienne, en fait, elle n'est pas très bien équipée. Et les soldats, les effectifs ne sont pas très nombreux. Et aussi, l'État malien n'a pas été, disons, déployé uniformément sur le territoire. En même temps, il y a aussi un processus de militarisation du conflit que les interventions étrangères ont contribué à engendrer. On voit en fait, l'extension du conflit au Burkina et même au Niger, alors qu'il y a quelques années, c'était qu'au Mali. Autre question essentielle posée par Ali Tigwa à Ségou au Mali, d'où proviennent ces armes des Dogons? Alors ça, évidemment, c'est une question très pointue et j'ai du mal à répondre précisément. Ce qui me paraît clair, c'est qu'il y a énormément d'armes qui circulent au Mali depuis les années 90, donc depuis la rébellion des années 90, et notamment après 2012. Et il y a aussi une sorte de sociabilité, en fait, de socialisation à travers les armes qui s'est imposée. Alors il y a une circulation des combattants parmi les groupes armés, et qui ont fait, disons, un symptôme de cette généralisation de l'utilisation de la violence. Et pourquoi justement le désarmement des groupes armés peine à être appliqué? La question des armes et du désarmement est très importante parce que les désarmements, d'abord, c'est une ressource économique et on voit aussi la ruée au désarmement des plusieurs groupes armés au Mali qui sont nés après 2012. Mais les armes sont aussi une ressource. Alors une ressource statutaire, parce qu'évidemment, l'arme donne aussi un pouvoir statutaire, ça permet aussi de se marier, et une ressource économique. Et on rentre effectivement dans une sorte de sociabilité, comme je disais tout à l'heure, basée sur l'utilisation des armes. Et on peut très difficilement en fait substituer d'autres activités à cela. Alors ce qui a choqué aussi, c'est le temps de réaction de l'armée. Bouboussi nous dit « Le village est proche du camp militaire de Sévaré. Pourquoi le massacre a-t-il pu durer autant d'heures ?» Mais là, on revient un peu à la question de l'instrumentalisation que l'armée malienne fait de ces milices. Alors effectivement, je ne connais pas les termes précis de la relation entre ces deux milices, mais ce qui, à mon avis, est important à comprendre, c'est que dans ces scénarios, en fait, l'armée malienne s'impose aussi à travers ce qu'en anglais on appelle des proxys, c'est-à-dire des acteurs qui servent aussi à contenir ce qu'est l'action des groupes djihadistes. Du coup, peut-on parler de complicité entre l'appareil sécuritaire et la milice d'Anna Ambassagu? Des complicités, j'en ai entendu parler. On m'a relaté un épisode il y a quelques semaines des combattants Dogon qui ont été exfiltrés par l'armée malienne alors qu'ils étaient encerclés par des djihadistes. Donc effectivement, ces formes, disons, de coopération me semblent assez évidentes. Information que vous avez d'ailleurs recueillie sur le terrain. Vous vous êtes rendu dans le centre. Alors l'armée malienne est clairement critiquée, très critiquée. Elle ne patrouille plus, nous dit Koné Moussapa, les populations livrées à elles-mêmes. Pourquoi l'armée faillit à la sécurisation des civils maliens? Les problèmes de l'armée, et surtout dans les zones rurales, s'inscrivent dans une, à mon avis, plus grave manque de déploiement de l'État malien à partir de sa fondation dans ces zones, ce qu'on appelle la brousse. Alors, il y a en fait un vrai manque de déploiement des services publics en général. Donc la sécurité, bien évidemment, mais aussi les écoles, les hôpitaux et ce qui sont les services de base. Alors quid, pour finir, de la France, avec Barkhane, la MINUSMA, le G5 Sahel? Les dispositifs militaires ne manquent pas et pourtant la violence perdure. Alors est-ce que la réponse militaire est la plus adéquate pour répondre à cette crise du centre? Non, je trouve que la réponse militaire, au contraire, empire les choses dans la mesure où on radicalise ce qui sont les acteurs armés. Et je mentionnais tout à l'heure l'extension en fait, du conflit au Burkina et aussi au Niger. Moi, je trouve qu'il faudrait plutôt insister sur d'autres formes d'intervention, peut-être d'intervention économique, et surtout dans les secteurs primaires, parce que le Mali, c'est quand même un pays avec une production agricole très forte, mais aussi un secteur bétail qui est très intéressant. Ça pourrait devenir une vraie richesse pour tout le pays.
Merci beaucoup Giovanni Zanoletti pour votre analyse. Pour ceux qui veulent approfondir le sujet, je vous invite à consulter votre ouvrage « L'état de distorsion en Afrique de l'Ouest » paru aux éditions Cartala. Merci beaucoup. Merci. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Très belle fin de semaine sur TV5 Monde et à lundi.